Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Exergue. Il conviendrait de permettre de réaménager la prison de Forest en musée, tel qu'était le musée de la prison de Tongres avant qu'elle ne soit cyniquement transformée en centre fermé pour mineurs, comme outil de sensibilisation sur la question de l'enfermement plutôt que de la transformer en logement de luxe. Florence Dufaux, 1980-2016, sociologue et criminologue, Observatoire international des prisons, notice 2016. Pour le droit à la dignité des personnes détenues. http://wp-belgique.be/uploads/2021-notice-2016.pdf, page 41. Préface Philippe Landen. Attention. Ce livre nécessite des lecteurs ouverts et sans a priori. L'ouvrage original et heureusement dérangeant que proposent ici Jean-Marc Mailly et Luc Vervette nous expose au risque d'un courageux examen de conscience collectif, face à la banalisation effrayante de l'usage d'une prison mortifère en réponse aux tensions et aux déchirures de notre tissu social. Oserons-nous le parcourir attentivement et nous mettre à l'écoute des interpellations des auteurs, mais aussi des témoignages et réflexions pertinentes qu'ils ont collectés pour nous réveiller? Oserons-nous nous interroger et dépasser les clichés populistes de tant de médias douteux manipulant l'opinion, en prétendant alerter à propos du prétendu laxisme de nos prisons 4 étoiles? Par ces quelques lignes de préface, je partage ici ma conviction de l'urgence de poser un regard citoyen lucide et critique sur la réalité carcérale de notre pays. Pour ce faire, l'opportunité de nous laisser guider par les expériences solidement enracinées de Jean-Marc Mailly et de Luc Vervette est à ne pas manquer. Au-delà de leur trajectoire personnelle bien complexe, ils ont pris la peine de mobiliser autour d'eux les analyses et les engagements de multiples acteurs, proposant à ces témoins d'exprimer librement leurs émotions ou leurs incompréhensions face à la dérive d'une politique pénitentiaire tantôt lâche, tantôt cynique, et malheureusement trop souvent génératrice d'un approfondissement dramatique des méfiances et des exclusions qui minent notre famille humaine. C'est inévitable. Je suis habité par mes propres vertiges en abordant la lecture de cet ouvrage au crépuscule de mon long pèlerinage derrière les murs. Et je ne peux m'empêcher de partir de cette interrogation qui ne me lâche pas. La prison serait-elle finalement une arme de destruction massive ? Peut-on franchement croire aujourd'hui que l'institution pénitentiaire cible les causes de la délinquance avec une précision chirurgicale ? Les dégâts collatéraux, de l'usage banalisé de l'incarcération comme réponse aux crimes et aux délits sont-ils calculables ? Témoins depuis tant d'années de la cruelle addition des peines, entraînés par le recours généralisé à d'interminables privations de liberté vécues dans des conditions surréalistes, je reste sidéré par notre incapacité chronique à évaluer l'impact tragique de nos pratiques pénitentiaires sur la qualité de notre vivre ensemble à restaurer sans cesse. Les fruits de l'arbre justice pénale ne sont-ils pas plus qu'amers ? D'un côté, les victimes se sentent généralement dupées ou insultées par un tarif pénal libellé en années de prison à purger par le condamné. Cette sanction ne répond guère à leur profond traumatisme et à leur besoin de vérité et de prise de responsabilité par les auteurs des actes qui les ont agressés. Bien sûr que les victimes ne sont pas satisfaites. Elles cherchent en vain l'espace pour que le récit de leur drame soit écouté en profondeur. Nombre de leurs questions restent sans réponse alors qu'elles se sentent larguées et perdues dans les procédures judiciaires complexes et froides censées leur rendre justice. Elles y voient régulièrement le prévenu se retrancher dans un silence défensif et confus face à l'épouvantail des interrogatoires et réquisitoires les plus humiliants. Les victimes ne trouvent guère leur place au tribunal. Elles s'y trouvent exposées à des débats nébuleux et techniques bien plus concernés par la peine à infliger aux coupables que par leur propre peine à soulager. À l'issue du procès, elles sortent inquiètes à l'idée de recroiser dans le futur des condamnés, plus caricaturés et diabolisés que jamais, dont l'humanité restera tristement occultée par l'exclusion prolongée de la vie sociale qu'ils subiront. Elles devront affronter en outre les fréquentes difficultés d'indemnisation ou de réparation qui seront aggravées par l'indigence chronique, à laquelle l'incarcération réduira l'auteur et sa famille. D'un autre côté, les détenus sont sous haute tension. Ma peine va bien au-delà de la peine. On a la haine. Je ne supporte plus ce temps vide, en plus il s'est arrêté.
Avait-il le droit de condamner aussi tous les miens? Mes proches et ma famille, ils paient encore bien plus que moi. C'est trop lourd à porter. La promiscuité, l'insécurité, l'isolement, l'indigence, l'oisiveté, l'abandon dans ses oubliettes administratives, tout cela le juge a bien oublié de mentionner qu'il me l'ajoutait comme cadeau bonus dans son dispositif de condamnation. Est-ce qu'on soigne un alcoolo en le plaçant dans une brasserie de Jupiler? Est-ce qu'on soigne un drogué en le contraignant à zoner dans une prison? Devrais-je purger toutes ces années sans jamais sortir ni au préau ni dans les couloirs où la came circule à flot? Puis de toute façon, personne ne veut encore nous voir dehors. Parmi tant d'autres, ces paroles amères de condamnés 1000 fois entendues derrière les murs sont-elles audibles hors les murs? Et le détenu a-t-il le droit de les prononcer sans que les experts psychosociaux lui reprochent sa victimisation? Indice évident de son absence de remise en question. Il y a si peu de personnes et d'espaces refuges, pour écouter les vertiges angoissés des prisonniers derrière les murs. Beaucoup de condamnés se referment et se blindent pour masquer leur peur, leur désespoir et leur vulnérabilité. Et c'est ainsi que la prison continue inexorablement de féconder l'insidieuse violence. Celle-ci n'est-elle pas d'abord le bruit que fait une souffrance qui n'est pas entendue? Pendant ce temps, le populisme médiatique surfe sur ces thèmes tellement rentables. Sentiment d'insécurité, justice laxiste, lutte contre l'impunité. La logorrhée de la haine envers les détenus se déchaîne impunément sur les forums des journaux ou dans les réseaux sociaux. En fait, la société semble tellement convaincue que la prison est stérile et qu'elle ne peut donc rien engendrer comme fruit d'apaisement ou d'amendement, qu'elle hurle au loup à chaque fois qu'un tribunal d'application des peines envisage la libération d'un condamné. Guidée par ses seules émotions de surface, cette société ne risque en rien de s'interroger sérieusement sur la raison pour laquelle elle n'est pas rassurée après que l'administration pénitentiaire a accompli sa mission et exécuté la sanction décidée par le pouvoir judiciaire. La vérité ne serait-elle pas que l'opinion publique n'a pas d'illusion quant à la possibilité de voir assurées par nos prisons les prétendues fonctions de prévention, de réinsertion, de réhabilitation ou de réparation qui furent régulièrement annoncées pour légitimer le recours à la privation de liberté? Il semble si loin le temps où certains criminologues rêvaient d'une fonction quasi-thérapeutique de la prison appelée « ultime remède », pour assurer un traitement et préparer un retour des personnes incarcérées au sein de communautés de soutien. En complément de ces sombres considérations, j'éprouve le malaise du juriste non pratiquant que je suis. Et si le droit pénal n'était plus qu'une concession négociée face à la nature humaine toujours traversée par cette pulsion irrationnelle de la vengeance? La psychologue canadienne Nancy Reeves répétait que la vengeance est la drogue la plus séduisante et la plus attractive que nous possédons. Elle fait partie de notre ADN. La prison ne serait-elle qu'un symptôme évident de notre résignation et de notre dépendance à ce besoin incompressible d'infliger de la peine en retour? La fonction rétributive de la peine, c'est-à-dire l'usage de la prison pour faire payer le mal causé, serait-elle finalement la seule ambition que pourrait encore poursuivre la justice pénale? Aménageant en façade la vieille loi du talion, elle permettrait simplement de canaliser et d'atténuer la disproportion des représailles punitives par une tarification codifiée des peines. Nous devrions donc nous contenter de ce recours à l'emprisonnement, qui serait considéré comme réaction acceptable et proportionnelle au mal causé selon les barèmes fixés par la loi. Ai-je trouvé dans le livre qui nous est ici proposé un écho à cet inquiétant questionnement? Si l'ouverture du musée-prison de Tongres nous a interpellés, à travers une démarche de mémoire originale et lucide, en dévoilant l'inaptitude de ce lieu sordide et confiné à restaurer la dignité humaine et l'harmonie sociale, était-ce pour aboutir à la cynique conclusion tirée ensuite par nos hommes politiques qu'il faut pourtant se résigner à rouvrir de tels lieux de détention vu l'irrépressible nécessité de faire mal en retour, et de canaliser par la prison notre besoin de vengeance? Face à cette hypothèse pessimiste qui réduit la voilure de la galère pénale, devrions-nous nous incliner? À Tongres, le musée-prison est mort. Il nous a livré son message. Et maintenant que vive la prison, suggère le titre du livre en nous provoquant. Nous serions donc condamnés au retour pragmatique du management réaliste de l'incarcération sans concession? Nous voici ainsi introduits sans ménagement au cynisme de l'option politique vigoureusement dénoncée par Jean-Marc Mailly et Luc Vervette, les auteurs de l'ouvrage.
Laissons-nous guider par ces deux militants qui nous partagent ici leur chemin de résistance. Dénonçant la violence de la loi du talion, Gandhi avertissait de manière prophétique : œil pour œil est la devise qui finira par rendre le monde entier aveugle. La perspective est effrayante. Sans vision, les gens périssent, est-il d'ailleurs mentionné dans le vieux livre des Proverbes. Se pose ici la question de notre vision. Lorsque la machine pénitentiaire s'emballe, ignorant son œuvre de destruction derrière les œillères de ses obscurs critères de management, pouvons-nous encore l'arrêter en lui suggérant de retrouver une vision politique responsable, élargie par une considération respectueuse des enseignements tirés de la mémoire des erreurs du passé ? N'est-ce pas un lieu commun de rappeler que ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter ? Je regarde la surprenante couverture de ce livre, l'audace qui permet à une citoyenne lambda de gravir une échelle pour enfin regarder de l'autre côté du mur et apercevoir le fond de l'impasse pénitentiaire. Cette image forte évoque l'éclaircie inouïe survenue entre 2005 et 2008 à Tongres. Le risque assumé, infiniment responsable et nécessaire, d'ouvrir le vieil établissement pénitentiaire à la considération de la mémoire collective. Cette belle affiche était une invitation à changer nos lentilles et nos angles d'approche pour observer la réalité carcérale. C'était bien là une initiative pertinente et salutaire. En nous invitant à reconsidérer les événements et les positions successives de multiples acteurs et témoins de la saga, des usages successifs du vieux bâtiment de la prison de Tongres, Jean-Marc Mailly et Luc Vervet ont identifié pour nous une situation tragiquement éclairante et symptomatique de la profonde crise de légitimité de l'institution pénitentiaire. Au fil des épisodes et témoignages proposés dans ces pages, il est saisissant de percevoir comment les enjeux essentiels et les approches contradictoires en tension dans l'univers pénal se dévoilent et nous mettent au pied du mur en ébranlant les certitudes de celles et ceux qui imagineraient encore la prison comme une solution pertinente face aux maux de la criminalité. Durant 3 années, ce musée étonnant permettait aux visiteurs de vivre une expérience holistique remarquablement décrite dans le livre. Au fil du lent parcours proposé dans les cellules humides, lieux irrespirables de promiscuité suintant toujours de leurs odeurs, les traces bouleversantes des émotions étouffées ou déchaînées des anciens résidents étaient délicatement restituées. On pouvait ressentir sur ses épaules ou dans le creux de ses reins la crudité des murs et l'oppression des lourdes portes verrouillées ayant agressé et dégradé le physique des hommes enfermés. Se laissaient encore deviner les sursauts du rêve et les échos du spirituel ayant insufflé les élans de résistance dans cette prison. Notre état d'esprit enfin se trouvait mobilisé dans une réflexion sans concession sur la question du sens, ou du non-sens d'une telle exécution de la peine comme œuvre de justice. Cette exposition décapante à la survie derrière les murs s'approfondissait surtout de manière unique, grâce à cette option courageuse et indispensable pour une transparence sans détour proposée aux visiteurs. En effet, l'espace sombre et sordide de la prison de Tongres semblait reprendre vie au travers des explications colorées et des récits librement partagés par Jean-Marc Mailly dans son dialogue animé avec les visiteurs. Courageusement, à répétition, celui-ci livrait avec passion l'expertise de son long parcours pénitentiaire. Il éclairait ainsi le vécu traumatisant de générations de détenus ayant enduré le régime cellulaire, à partir d'un modèle et d'une philosophie pénale d'un autre âge. Alors qu'il guidait les visiteurs dans cet environnement évocateur des heures les plus sombres de son propre parcours, je puis témoigner que Jean-Marc a dû puiser au plus profond de lui-même une folle énergie, pour replonger inlassablement dans les souvenirs déchirants de sa longue errance carcérale. La conviction de ses remises en question et surtout sa détermination pour transmettre un goût de vraie liberté aux jeunes qui l'écoutaient, décuplaient magistralement l'effet des visites proposées dans ce musée-prison. Les magnifiques échos et témoignages repris dans ce livre ne peuvent nous laisser aucun doute sur les fruits de cette démarche pédagogique. Cependant, la deuxième partie de cet ouvrage nous donne froid dans le dos. C'est le passage du rêve au cauchemar. Nous voici exposés au récit choquant de l'anéantissement brutal de cette initiative lumineuse, par l'inacceptable décision de fermeture du musée en 2008. Il faut s'accrocher pour digérer l'hypocrisie et la lâcheté des options politiques soigneusement décrites et interrogées par Luc Vervet. Les observations de Bruno Van Obergen détaillent comment ce dramatique retour en arrière ressemblait à une bombe à retardement. Voici que ce bâtiment sinistre, obscur,
reconnu quelques années plus tôt comme emblématique de l'incapacité d'une institution pénitentiaire dépassée à respecter les normes minimales de traitement humain des détenus, se trouve soudain réhabilité comme par magie. Moyennant de légers aménagements, la vieille prison de Tongres va retrouver pour plusieurs années sa vocation à enfermer des jeunes mineurs dessaisis, des adultes primo-délinquants et des prisonniers sans papier. Quelle est l'éthique d'un monde politique qui peut ainsi zapper, brusquement, sans état d'âme, le remarquable chantier de mémoire et de respect qu'il avait permis d'ouvrir? Comment ont-ils pu opérer ainsi sans la moindre considération pour les fruits remarquables de la démarche pédagogique entreprise? La fine description proposée par Joël Coichin de cette scandaleuse Jailhouse Lounge, ce bal politique organisé par le ministre de Waal dans les murs de la prison entre la fermeture du musée et la réhabilitation de sa fonction répressive, exprime tragiquement le cynisme et la superficialité incroyable d'un monde de décideurs tragiquement incapables de se laisser rejoindre et interroger par le travail de mémoire entrepris auparavant dans le musée. On est gêné, presque humilié, en découvrant une telle instrumentalisation d'un lieu de peine, dans tous les sens du mot, par un de nos représentants élus. Ce politicien fait preuve d'une inqualifiable désinvolture en pointant ironiquement l'atmosphère unique de cette prison en voie de réouverture, pour y inviter ses amis politiques à danser et célébrer en savourant de délicieuses délicatesses. Ainsi donc, un courant politique populiste et cynique a opté pour l'amnésie et l'occultation de l'espace de mémoire original du musée-prison de Tongres. Quelles leçons tirer d'un tel événement? Comment rebondir? Le mérite de cette publication est assurément de nous bousculer vigoureusement, en nous provoquant à nous prendre position chacune et chacun à partir du profond malaise mis en lumière par cette saga. Comment nous sentons-nous face à cette dérive? Silence, indifférence ou mobilisation et réaction avec l'audace d'un questionnement dérangeant et politiquement incorrect face à l'usage banalisé de la prison implicitement réassumé? Où nous tenions-nous, lorsque cette décision symboliquement très significative fut prise en 2008? Avions-nous seulement reçu l'information de ce changement de cap, concernant l'usage de la prison de Tongres par les médias? Mais surtout, où nous tenons-nous aujourd'hui dans le nouveau débat plus que symbolique qui concerne l'accroissement inévitable du parc pénitentiaire, présenté comme une nécessité incontournable par les masterplans de nos gouvernants successifs? Comment digérons-nous le mépris du politique, face aux multiples avertissements citoyens de tous bords mettant en cause le projet de la méga-prison de Harun? Durant de longues années, j'ai essayé inlassablement, sans doute maladroitement parfois, d'accompagner nombre d'amis détenus et bien des familles de condamnés mais aussi familles de victimes, qui restaient gravement affectées et désemparées par l'inadéquation de la réponse pénale imposée au drame qu'elles avaient vécu. Par une présence d'écoute la plus respectueuse possible, par diverses initiatives de solidarité ou de médiation informelle, j'ai tenté modestement de contribuer à limiter la casse, comme tant d'autres acteurs de l'ombre qui persévèrent à défier les murs dans l'espoir de sauvegarder quelques bulles d'oxygène et d'humanité face à la pression étouffante de l'institution totale qu'est la prison. Une goutte d'eau dans un océan de marasme. Au long du chemin, une parole tranchante d'Adolfo Pérez Esquivel m'a hanté de manière répétitive. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas la méchanceté des méchants, c'est le silence des bons. Je me suis souvent interrogé sur ma responsabilité citoyenne. Peut-on se taire face à l'ampleur du désastre carcéral? Par 2 fois j'ai pris la peine d'écrire longuement, en espérant alerter à ce sujet. Mais souvent j'esquivais cette interpellation du prix Nobel de la paix en argumentant « Qui est méchant? Qui est bon ?» Est-ce si simple à saisir dans le contexte de la criminalité, qui révèle d'abord de profondes déchirures sociales et communautaires? Les couches multiples des conflits où nos violences émergent, ne révèlent-elles pas souvent qu'on ne peut réduire nos drames à de ponctuelles transgressions de normes permettant d'identifier la position des parties dans ou hors les murs? Figer les uns et les autres dans les statuts de victimes ou d'auteurs, de bons ou de mauvais, cela nous aide-t-il vraiment à promouvoir une justice d'apaisement pour nos relations aujourd'hui et demain? Quelles paroles sont légitimes? Celles qui infligent de la peine aux uns ou celles qui tentent de soulager les peines de tous? De plus, confronté comme professionnel au rigide univers pénitentiaire, je restais nécessairement soucieux de garder la discrétion requise.
J'étais aussi devenu allergique aux discours médiatiques caricaturant le monde infiniment complexe de la prison en quête frénétique de sensationnalisme, avec une ignorance totale des méandres de la sous-culture pénitentiaire. Je ne pouvais faire confiance à des journalistes surfant sur la rentabilité des émotions. Ces mêmes journalistes capables à la fois de dénoncer la peine de mort dans certains régimes de pays étrangers, et ensuite d'appliquer eux-mêmes une peine de mort civile, en traquant et stigmatisant des citoyens libérés conditionnels au point de les empêcher définitivement de retrouver une place dans la vie sociale. Je m'inquiétais enfin du fait qu'une dénonciation sans nuance des dysfonctionnements de nos institutions pénitentiaires pourrait être injustement blessante pour certains professionnels remarquables parmi les directeurs, agents pénitentiaires, personnel psychosocial ou services d'aide aux détenus, dont je connaissais l'engagement austère et ingrat pour essayer d'humaniser la prison, malgré tout. À la vérité, je savais que ces acteurs de terrain ne pouvaient relever ce défi qu'en s'engouffrant audacieusement dans les brèches de l'institution glaciale, risquant des initiatives marginales par rapport au cadre et au mandat essentiellement sécuritaires qui verrouillent l'espace carcéral. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.